What is up, family? We have part 2, partie 2, de Alain Bashung. Bashung. Do you pronounce the G? Bashung. Anyway, jusqu'au bout de nuit. De la nuit. Let's go. Ils se voient tous les jours, alors ils ont rendez-vous tous les jours chez Gainsbourg. Oh, that's right. He's with Gainsbourg. Oh la la. Not a good mix. That's like, let me think. Who is really bad with drugs? Amy. That's like Amy. Might as well just hang out with Amy Winehouse as well. Right? Just Amy, Serge, and Bashung. All together. Let me know if that's a good idea for them to hang out. Je commençais par boire. Après, on se met au travail. Et plus ça picolait, plus il partait dans des délires. Et si on mettait ce mot-là... Et ça se terminait généralement dans le caniveau au petit matin. Et donc, le temps de soigner sa gueule de bois, ils y retournaient le lendemain. Ils ont bien rigolé, hein, parce qu'ils étaient pétés du soir au matin. Mais le Ils sont pétés du soir du matin. travail était là, quoi. I believe it. Avec Gainsbourg, Bashung s'est fait plaisir, mais leur album, Play Blessures, est un ovni musical qui ne va pas rencontrer son public. Alors, Bashung comprend vite qu'il n'a plus le choix. S'il veut renouer avec le succès, il doit revenir à ses fondamentaux. Et c'est le retour de son parolier, Boris Bergman, qui va le lui permettre. Artistiquement, on avait encore des choses à dire ensemble. La preuve. Très rapidement, le duo Bashung-Bergman relance la machine à tubes. En quelques mois, il réalise un nouvel album, passé le Rio Grande. Le public de Bashung a l'impression de retrouver son Bashung avec cet album Passé le Rio Grande. C'est-à-dire qu'à nouveau, il y a des tubes, à nouveau, il y a des mélodies, à nouveau, il y a les jeux de mots bergmaniens qui sont à la fois drôles mais qui ont du sens, qui ont plusieurs lectures. Mais l'entourage du chanteur s'inquiète en cette année 1986. Malgré le retour du succès populaire, Bashung va mal. Ses précédentes années d'excès ont laissé des traces. Il y avait un accident de la vie qui s'appelait l'alcool. Il était méchamment dedans quand même. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un problème, c'est que l'alcool n'est plus que social, il devient un peu solitaire. Hein. Il va des fois dans des cafés du quartier et puis il boit tout seul. Et la situation devient critique. À l'été 1986, Bashung fait une cirrhose. Il y avait des alertes certainement du côté du foie qui était le prix à payer de la boisson. Donc ça signifie d'arrêter complètement de boire, sinon il est condamné. Wow. Le chanteur va alors décider de se reprendre en main. Il entre en cure pour vaincre son alcoolisme dans une petite clinique spécialisée, à Meudon. L'homme prend une décision drastique par rapport à lui-même, qu'il est très certainement capable d'assumer malgré les pratiques qu'il avait mis lui-même en place pour sa propre vie d'artiste. Et à ce moment-là, effectivement, il se trouve confronté à des gens qui sont vraiment, vraiment dans la merde. Et là, quand même, il me dit un jour, il me dit quand je vois ça, c'est vrai que je me demande si j'ai le droit de continuer à me plaindre, quoi, parce que là, on est vraiment... Donc ça lui fait ça lui fait un choc, un peu une thérapie. Le chanteur passe plusieurs semaines dans ce centre, coupé du monde extérieur, à l'abri des regards. Et lorsqu'il en ressort, il va beaucoup mieux. Et là, formidable, impeccable. Un prunelle, teint rose, impeccable. Et puis là, ça a tenu. Good. Très bien. Le 22 novembre 1986, c'est un Bashung sobre et débarrassé de l'alcool qui se rend à la cérémonie des victoires de la musique. Et le gagnant est... Suspense infernal. Passe le Rio Grande d'Alain Bashung.
il n'était pas starlet, mais que la profession reconnaisse. C'est vrai que ça il était très content. Hein. Waouh. Waouh. Oui, je vous remercie beaucoup. Je suis... Waouh. Ça va très fort. J'espère que le rock se porte bien et qu'il va continuer à se porter parfaitement bien chez nous. Voilà. Bravo. Et ce bonheur, Bachung a décidé ce soir-là de le partager en famille. Pour la première fois, le public découvre sa femme, Chantal. Il a toujours mené deux vies parallèles, très cloisonnées, l'artiste et puis l'homme. Donc c'est pas du tout étonnant que sa femme Chantal n'ait été vue par les médias que des années plus tard. La jeune femme partage sa vie depuis 4 ans. Et en coulisses, c'est elle qui gère la carrière de son mari. Elle jouait pas la femme d'Alain Bachung, mais elle s'occupait d'énormément de choses. Elle s'occupait de lui comme tout artiste torturé qui a besoin d'avoir un soutien plus ou moins constant. Chantal, c'était quelqu'un qui... c'était sa stabilité, quoi. Et Chantal aimerait bien justement qu'Alain fasse une pause dans sa carrière pour se rapprocher des siens, et notamment de son fils Arthur. Il est né à l'époque des tournées du succès, et le chanteur est un peu passé à côté. Il devait être assez stressé, assez perdu. Il avait peur à ma naissance que son train de vie avant ait une influence sur ma santé. Le musicien qui sort toutes les nuits, qui rentre tous les soirs à 7h du matin, qui se retrouve papa. Ah. Mon père, ça lui a fait une énorme prise de conscience, je pense, de voir son enfant en chair et en os, respirer et bouger. Le fait de voir un petit bébé devant lui devait le ramener à ces histoires d'enfance. Ça n'a pas dû être très simple. Il se demandait un peu peut-être comment il fallait faire, quoi. Alors, après les victoires de la musique, Bachung et sa famille quittent Paris et la tentation des bistrots pour s'installer dans une petite maison de banlieue, à la Selle-Saint-Cloud. Il veut retrouver une vie normale, mais l'appel de la musique va très vite le rattraper. Dans la maison, il y a assez d'espace pour avoir un home studio en bas. Il investit dans un peu de matériel pour pouvoir faire des maquettes élaborées. Il y avait quelques musiciens de mon père qui ont habité longtemps à la maison, qui vivaient avec nous. Il y en avait 2 qui dormaient à la cave, un qui dormait dans la chambre à côté du salon. J'étais un peu le seul enfant de la bande, le petit criard qui voulait toujours rester réveillé et suivre tout ce qui se passait et qui embêtait tout le monde. Il y a Chantal qui soigne tout ce petit monde, c'est un peu l'internat, en faisant des petits plats le soir. Le petit Arthur qui a 5-6 ans qui est là au milieu, il est entouré de tontons. Il y a des chiens, il y a des chats. C'est pas tout à fait la campagne, mais ça ressemble un peu à la vie à la campagne. C'est plutôt une période sympa. Bachung passe du temps à la maison, mais malheureusement il ne voit pas beaucoup les siens. La création musicale redevient vite sa priorité. Lui, il est resté quand même un peu dans son monde, enfin. Et il avait l'air quand même de rester principalement dans son studio, quoi, à bosser, quoi. Et après, c'est difficile d'être un papa qui suit les devoirs de son enfant tous les soirs. I promise you, Ozzy Osbourne wasn't checking his kids' homework. You know what I mean? Like, come on. You know how many artists I could name who I guaranteed, like, the mother raised the kid, without a doubt. The mother raised the kid. Et les bandes tournent 24 heures sur 24 parce que faut trouver les 11 ou 12 chansons qui vont constituer l'album d'après. Il n'y a pas de temps mort là, il n'y a pas de mise au vert, il n'y a pas de disparition des écrans de télévision. La musique comme échappatoire, Bachung n'est définitivement pas très à l'aise dans son rôle de père. Alors c'est sur un plateau de télévision qu'il va tenter de crever l'abcès. Alors, avec vous, Alain Bachung, je voudrais... Le 17 avril 1989, il est l'invité de la Marche du siècle pour un numéro spécial sur la paternité. L'équipe de la Marche faisait une enquête pendant plusieurs semaines. L'un d'entre eux m'a dit c'est très intéressant, mais vous aurez du mal. Donc j'en ai déduit que je n'avais qu'une chose à faire, c'était de me taire et de le laisser venir. Vous avez dit une chose qui nous a beaucoup touchés dans la préparation de l'émission. Vous avez dit que votre enfant, votre fils Arthur, vous a vraiment stabilisé. Cet enfant, quand il est arrivé, ma femme m'a dit un jour, je suis enceinte, je voudrais garder cet enfant. J'étais dans ma baignoire,
Et je lui ai répondu, passe-moi le savon. Parce que j'osais pas lui dire, ok, tu crois que j'ai laissé faire un peu le destin. Il se laissait aller, il avait envie de parler de ce sujet. L'homme, l'amour des femmes, l'amour des enfants. Et pour un chat écorché pudique, c'est quand même étonnant. J'ai du mal à dire je t'aime à quelqu'un, et d'un seul coup j'ai une espèce de vérité devant moi. J'ai quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher, c'est quelque chose de vrai. Il y a des réponses immédiates, c'est ça qui est très intéressant. En enfant, vous ne pouvez pas tourner autour, vous ne pouvez pas vous cacher. Cet homme qui ne savait pas dire je t'aime, ne pouvait pas le dire, n'arrêtait pas de submerger son gamin de je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah ben je lui dis 50 fois dans la journée s'il le faut, parce que c'est ça qui m'a manqué beaucoup, donc j'ai simplement peur d'aller peut-être trop loin. Ce qu'il dit sur la marche du siècle, je le retrouve tout à fait, il était tout à fait comme il le disait. Moi j'ai eu un père qui me montrait beaucoup d'amour. Bashung parvient à dire je t'aime à son fils devant la France entière, mais il n'arrive pas à rester longtemps à ses côtés. Au printemps 90, il s'échappe à nouveau pour réaliser un vieux rêve d'enfance. La rêve américaine. Je suis parti avec lui à Memphis, avec un photographe. Chaque mois, on faisait une ville à travers une personnalité. Cette fois-ci, pas de cette fois. Il a des moments et tu vas pas attendre musique du tout dans ces vidéos. Parce que la musique qu'on attend in the background is copyrighted. So I think there was even like a 8-second clip or something, 8 secondes, 9 secondes. On part 1, I had to remove it because it was copyright blocked. Thus, the whole video was being blocked because of 8 seconds in the video. Oui, je sais. Mais il faut faire qu'il faut faire des fois. Bashung va pour la première fois de Pas de choix. à Memphis, dans le berceau du rock, d'où sont sorties les galettes qui ont changé la vie de la musique dans le monde. On va évidemment au Sun Studio, là où Elvis avait enregistré son premier 45 tours, That's All Right, et puis on voit une petite pancarte qui laissait entendre qu'on pouvait enregistrer. Où on peut faire sa petite chanson, l'enregistrer, ressortir avec son petit 45 tours. L'assistant lui dit on va te brancher le micro, le Neumann U47, qui est quand même un Neumann dans lequel Elvis a chanté. Elvis a chanté dans cette cabine, dans celui-là. Et là, il se passe quelque chose là. Tout à coup, je vois Alain comme un môme, vraiment presque en panique, c'est-à-dire impressionné par l'endroit, puisqu'il enregistrait. Tout à coup, ça prenait une vraie dimension. Tout à coup, ça devenait réel. Le Sun Studio, c'était plus juste un truc pour touristes, comme si lui sentait les vibrations d'Elvis ou des musiciens qui avaient enregistré à cette époque. Cette expérience va tellement plaire à Bashung qu'il appelle immédiatement sa maison de disques. C'est ici, à Memphis, qu'il veut enregistrer son prochain album. Le projet va rapidement se mettre en place. C'est incroyable quand on voit tous ces boutons. Regarde ça. C'est incroyable. Well, how do you even keep track? Today, the studios have half of those buttons, I believe. Half. And it can do 10 times more. 3 mois après, là, c'était le rêve. On se retrouve dans ce Arden Studio magnifique, un studio mythique avec des disques d'or, des mecs qui nous faisaient rêver quand on était Regarde jeunes. ça. Il est entouré de cow-boys qui arrivent avec leur guitare, qui les sortent de l'étui. Il est comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Il retrouve ses racines américaines. Les séances vont durer 3 semaines et c'est de la pure magie.
On a l'impression que c'est un disque américain qui est chanté en français. Il y avait un truc incroyable, quoi. Il y avait une espèce de sensation de tube qui était... pour une fois, il y avait un côté immédiat avec une mélodie sur 3 accords, un tempo avec une tournerie diabolique. Et c'est de cette expérience américaine que va naître le nouveau tube d'Alain Bashung. Avec Monsieur Joséphine, il ne fantasme plus la mer. Il l'a. Elle est en lui, enfin. Alors qu'il la cherche depuis toujours. Il y a cette rythmique de cheval. Il y a ce riff de guitare. Les gens qui font le métier de Bashung contemplent ce disque, la tête entre les mains, en disant « bon sang, il l'a fait ». Alain Bashung s'est fait plaisir et il a renoué avec le succès. Il devient cette année-là l'un des piliers de la scène française. Sa carrière est au top, des disques qui se vendent, des salles remplies. Bashung devrait se sentir bien. It never fails. Mais pourtant, sur le plan personnel, rien ne semble aller vraiment. C'est à nouveau la dépression. Le fait qu'une tournée s'arrête et qu'il n'y ait rien en chantier, pour lui, ça a dû être un moment de désarroi immense. Bashung déménage une nouvelle fois. Il s'éloigne encore plus de Paris, à Crépierre, dans les Yvelines. Pour lui, c'est une coupure supplémentaire. On pense pouvoir faire des choses pendant cette période-là, et on s'aperçoit, cantonnier, qu'on habite dans un coin paumé. On s'aperçoit que cette vie de famille, on n'y arrive peut-être pas. Et Bashung n'y arrive pas. Après 16 ans de vie commune, sa femme Chantal demande le divorce. Mm. Il était clairement en dépression. On voyait bien qu'il n'était pas très joyeux. J'ai le souvenir, malheureusement, de beaucoup de souffrance et de douleur. Il avait la pudeur de sa souffrance. Il voulait pas, et ça le gênait des fois quand il voyait que je savais que ça n'allait pas, et que finalement il finissait par me le dire, et puis ça l'emmerdait. Ça l'emmerdait que je sache. Inexplicablement, je crois que c'était un soir d'anniversaire, on lui propose une coupe de champagne. Qui a proposé ça? C'est un con? Pour fêter l'anniversaire. Oui, tout le monde sait. Ça, c'est comment ça commence. Et il va replonger. Voilà. Bashung retrouve alors ses vieux démons. Of course. Il décide de revenir s'installer à Paris dans un petit 2 pièces de Belleville dont il ne sort quasiment jamais. Ah. Il n'est pas dans un quartier terrible de Belleville, c'est fait à la va-vite. C'était pas du tout ce qui lui convenait. Il n'ose pas sortir parce que dès qu'il sort, il est emmerdé par les bandes locales. Oh, t'es chanteur, donne-nous du pognon et tout. Enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Donc au bout d'un moment, il se réfugie, il sort plus, il vit en ermite. Et à cette époque-là, Bashung coupe les ponts avec beaucoup de monde. C'est pas revu, je crois qu'il a changé de famille et tout point de vue. Et ça s'est un peu passé comme ça. C'est-à-dire, il a changé aussi de musicien, il a changé, je pense que tout son environnement a bougé. À ce moment précis, Bashung est au fond du gouffre. Son seul refuge, c'est la musique. Alors il continue à composer, à enregistrer, produire des albums. Et c'est pendant le tournage d'un clip que le chanteur va reprendre goût à la vie. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine.
La nuit je mens. Nous sommes en décembre 1997, sur le tournage de La Nuit je mens, son dernier clip. À l'arrière-plan, une jeune comédienne attire l'attention du chanteur. Elle s'appelle Chloé Mons. Ça a été électrique tout de suite, entre nous. Et on s'est tourné autour pendant une journée. On a tous vu qu'il y avait des regards un peu plus appuyés. Et à la fin de la journée, il y avait un repas d'organiser avec l'équipe, Alain, etc. Il m'a attrapé le bras, il m'a dit mais t'es tellement belle. Et puis je savais pas quoi dire. Je suis partie comme une voleuse dans mon taxi. Il m'a appelé le lendemain. Bonsoir Chloé, je dis oui, c'est Alain. Et puis voilà, on s'est plus quittés. Chloé Mons, dans sa vie, c'est une immense histoire d'amour. C'est une personne qui, visiblement, va énormément l'inspirer. Il a retrouvé une femme qu'il aimait et puis l'opportunité de rattraper les choses et puis d'en faire de nouvelles. Un soir, il était prévu que je dorme chez Chloé et Alain. Et puis il me dit, comme ça, enfin, m'annonce un peu, il dit, écoute, il me dit apparemment, Chloé est enceinte. On va avoir un enfant et tout. Et ça m'a bouleversé, j'ai trouvé ça assez touchant. Et en même temps, je trouvais ça comme un signe, effectivement, de renouveau. Sur l'axe, on va dire, du bonheur d'Alain, il devait être à peu près au top. Il était paisible, il était heureux. Il attendait avec impatience ce bébé. Popé vient au monde le 22 janvier 2001. Cette fois, Alain Bachung n'a pas l'intention de passer à côté de sa paternité. La beauté de la relation qu'il avait avec Popé venait surtout du fait qu'avec l'âge, il s'est un peu réconcilié avec la manière d'être père. Il avait envie de bien faire, ça c'est évident. Et il y avait vraiment un objectif très précis qui était d'être un peu plus présent qu'il ne l'avait été avec Arthur. Il était là, c'est normal. Sa première toilette, c'est lui qui l'a faite. Ah oui, et sa fille, c'était quelque chose de sacré. Avec cette nouvelle vie de famille, Alain Bachung semble heureux. Il épouse Chloé le 30 juin 2001 et réussit enfin à se débarrasser de l'alcool définitivement. Du jour au lendemain, il n'a plus touché ni un verre de vin, ni une bière, ni rien. Et il s'est mis à des sodas sans sucre, à en faire une consommation, plusieurs magnums de sodas sans sucre par jour. Et il n'a jamais rebu après. Et il a repris un peu le goût à la vie grâce à cet environnement vraiment stable, qui était la vraie vie de famille qu'il a eue avec Chloé et Popé. Après son mariage, Bachung disparaît. Il se fait rare dans les médias et il reste en famille, ici, dans sa nouvelle maison du quartier de la Goutte d'Or, à Paris. Il y a quelque chose qui se passe chez lui qui est totalement inédit, quoi. On n'est plus du tout dans une espèce de quête artistique frénétique, du genre je vais m'ennuyer si je ne fais pas de la musique, si je ne suis pas sur une scène devant un public. Non, il se pose. Alain était content de son monde, de sa famille. Voilà. Il est présent différemment. On a l'impression que le Bachung interprète la bête de scène, le mec qui a changé radicalement la face du rock en France, est en train de devenir une espèce de personnage mythique, et qu'au fur et à mesure que cette espèce d'épaisseur s'accroît, lui disparaît. Alain, il était assez contemplatif, c'est-à-dire qu'il pouvait passer des heures à la même position, à boire des cafés, fumer des clopes et écouter des disques, sans que le temps ait vraiment d'importance. Il était sans doute apaisé, je suppose que pour être comme ça, il devait aussi être heureux dans cet environnement familial et qu'il avait l'air beaucoup plus serein qu'il ne l'avait été jusque-là. At this point, I'm just waiting to see what illness, came about. Is it cancer? Is
You know, what kind of sickness did he have at the end there? Fin 2007, Bashung retourne en studio à Bruxelles pour l'enregistrement de son nouvel album, Bleu Pétrole. Il est enthousiasmé par ce nouveau projet, mais quelque chose ne va pas. Le chanteur montre des signes de faiblesse inhabituels. Voilà, exactement. Je trouvais déjà un peu fatigué. J'ai commencé à avoir des soupçons un peu à ce moment-là sur une éventuelle saloperie qui pourrait traîner. Toutes les répètes qu'on avait fait avec Alain, on l'avait vu jusqu'au filage, on l'avait vu assis sur un tabouret. On se dit mais comment il va être sur scène? On ne l'a pas vu depuis des années, est-ce qu'il est encore en forme? On se posait vraiment des questions. Le médecin est venu au studio et on a fait des radios en rentrant à Paris. Cancer. Et là, on a décelé le cancer. Fucking shit cancer. La maladie est déjà à un stade avancé et le traitement doit commencer immédiatement. Advanced stage, ouais, of course. Liver? L'album est quasiment bouclé, mais il reste la promo et les concerts. Alors Bashung rassemble toute son équipe. On a appelé les musiciens. On savait pas où on allait. J'ai ressenti le besoin de l'appeler tout de suite, voilà, pour lui dire, pour essayer de lui donner un peu de force. Le cancer veut tout dire et rien dire. On savait qu'il avait un cancer, mais au départ, on savait pas les répercussions. C'était l'inconnu pour Alain. C'est là qu'il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à gérer tout ça? Et j'ai fait oui. Car Bashung veut continuer comme si de rien n'était. Il est hors de question de tout arrêter et surtout que la nouvelle se répande. Alain, au départ, il n'avait pas de signe de maladie. Il toussait énormément, mais il avait ses cheveux. Ah, duh, it could be lung cancer. Je l'accompagnais à l'hôpital pour ses chimios et pour ses rendez-vous de bilan. C'était vraiment quelqu'un qui ne voulait pas de privilèges. Il attendait dans la salle d'attente. Le seul petit privilège qu'il a eu, c'est pour pas qu'on l'appelle Monsieur Bashung, on lui avait donné le surnom Monsieur Gabi. Donc ça le faisait rire. Le traitement dure plusieurs mois pendant lesquels Bashung continue de travailler presque normalement, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il ne peut plus cacher sa maladie. Le 12 mars 2008, le journaliste Olivier Lenuzza rejoint le tournage du clip de Résident de la République à l'aéroport du Bourget. Il vient rencontrer Alain Bashung pour son nouvel album. Il sait que le chanteur est malade, mais la maison de disques lui a demandé de ne pas l'évoquer. J'avais fait la promesse de ne pas en parler à la rédaction et j'en ai parlé uniquement à l'équipe qui était avec moi 1 heure avant de commencer le tournage en expliquant qu'il fallait tourner très vite, être le plus discret possible, encore plus que d'habitude. Le tournage de Resident... I just confirmed. I'm not shocked at all. I mean, what the guy say? It was very rare that you didn't see a cigarette in between his fingers. So yeah, lung cancer. Dans la République, en fait, c'était assez particulier parce que ça correspondait à une phase où, au niveau thérapeutique, c'était très intense. Donc il ne pouvait pas se déplacer longtemps, il était fatigué. Et tout d'un coup, je vois ce monsieur qui apparaît, une veste noire, un chapeau. Il avait encore un peu de cheveux, mais moins. Il avait surtout perdu beaucoup de poids. Donc on avait en fait une styliste qui avait choisi des vêtements pour lui donner une silhouette. Il fallait que je lui dise bonjour, que je lui dise comment allez-vous, en sachant que justement, il n'allait pas très bien. Et donc, ça semble un petit peu totalement futile d'en arriver là, mais c'était pas de savoir comment il avait réalisé son album, combien de temps ça avait pris, quel thème il voulait aborder, mais c'était de dire comment allez-vous. Et à ce moment précis, Alain Bashung perçoit ce malaise. Tout le monde veut faire comme si de rien n'était, mais la maladie est là, et elle se voit. Alors, dès le lendemain, il décide de ne plus la cacher. Il perdait ses cheveux par poignée. Très vite, il s'est dit, bon, je vais me raser la tête. Il a vu assez vite qu'il allait y être contraint ou forcé, alors plutôt que d'avoir quelques touffes éparses, il a décidé d'y aller et d'assumer, de dire par son corps même et à l'expression de son visage le fait qu'il n'avait plus de cheveux, qu'il était malade. Les gens l'ont pris pour
Pour argent comptant, ils n'en ont plus reparlé. Bashung va mal, mais il assume, il ne se cache plus et dans la foulée de l'album, il y a la tournée prévue bien avant que la maladie se déclare. Dans l'entourage du chanteur, tout le monde se demande s'il est bien raisonnable de la maintenir, mais lui, en tout cas, n'a aucune hésitation. Je lui ai simplement demandé s'il avait envie de le faire et s'il se sentait physiquement capable de le faire. Il m'a dit qu'à l'instant même oui, mais qu'après il ne s'arrête pas, quoi. C'est là que Gérard Michel a été extraordinaire. Il a accepté d'y aller, sans assurance. Voilà, très humainement, en disant de toute manière, si je le fais pas, je pourrais pas me regarder dans une glace. C'était visible que lui faisait ça pour rester debout. Voilà. Qu'il avait envie de rester debout, qu'il avait une envie folle de chanter. Si Alain restait à la maison avec que des traitements médicaux et pas l'excitation de la scène, il n'allait pas tenir longtemps. Après, il y a eu des répètes pas trop longues, et puis on est tout de suite parti sur la route, quoi. Mais monter une tournée dans ces conditions n'est pas simple. Toute une organisation se met en place pour qu'Alain Bashung puisse poursuivre son traitement. Le producteur a opté pour l'option de louer un petit avion privé pour les longues distances. Pas pour se le raconter, hein. C'était juste pour éviter le maximum de voyages et de fatigue à Alain. Ça le faisait rire hein, de monter dans un petit avion privé. Et il y a des moments où c'était très drôle, quoi, parce qu'on se prenait presque pour des ministres, quoi, ou des présidents. Il y a eu des moments difficiles où Alain était très malade dans cet avion, mais on a toujours été là autour de lui pour l'entourer en disant ça va aller, ça va aller. On a dû réaménager tout le planning, les dates, c'est-à-dire essayer de voir, pas avoir de dates d'affilée, avoir beaucoup de retours sur Paris. C'était le parcours du combattant quand même. Et les dates de concert s'enchaînent. Le 11 juillet 2008, Alain Bashung doit participer aux Francopholies de La Rochelle, mais avant de monter sur scène, il est très fatigué. En fait, il avait une otite, en plus de... Oh, on top of that. De tout ce qui traversait, donc il était vraiment faible. Et on s'est demandé si on n'avait pas fait une grosse connerie, si on n'allait pas lui faire plus de mal que de bien, quoi. À 22h, Alain Bashung doit entrer en scène. Les musiciens sont en place. En coulisses, le chanteur tient à peine debout. On le soutenait pour aller sur scène. Et là, la lumière s'éteint. Il traverse la scène, il va chanter. Et à la première note, la première mesure, le premier truc, il y avait un frisson qui courait dans le public, correspondant à une sorte d'admiration et d'étonnement. Merci, merci. De voir ce type parvenir à chanter aussi bien. Madame rêve d'atomiseurs et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Il était égal à lui-même, très classe. Toute l'énergie disponible ce jour-là, et il l'a donnée pour les gens qui étaient là au concert. Et il a fait un concert incroyable devant 40 000 personnes. De vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. It's almost like a poem rather than singing. Force qu'il avait, qu'il animait sur scène, et c'était quelque chose qu'on n'explique même pas. Qu'au jour d'aujourd'hui, on n'explique toujours pas et que lui non plus n'expliquait pas. Et ce qu'il s'est passé aux Francopholies va se reproduire à chaque concert. Dès qu'il entre en scène, Bashung se transcende, il oublie sa maladie et fait le spectacle, comme jamais. Wow. Wow.
Il y avait une petite table avec une petite chaise. Il s'asseyait dans son coin, avec un bonbon dans la bouche pour la voix, buvait un thé. Il attendait le top. Et puis, c'était le grand moment. Toute la fatigue disparaissait et il se redressait, bam, il allait devant le micro, il chantait. D'un grand terrain de nulle part. Incroyable. Avec de belles poignées d'argent. Alors c'était la première Now fois he's que ça singing. m'arrivait d'être avec un artiste et d'avoir l'impression d'être, par rapport au public, d'être dans une grande messe. Et tous ces petits êtres qui courent. Le public était vraiment à l'écoute, il était respectueux. Apporter 1000 fois son poids sur le lit. On ne regardait pas un malade en train de chanter. Je pense qu'en tout cas moi, je n'ai jamais ressenti de voyeurisme ni dans le public, ni de la part des journalistes qui rencontraient Bachung à ce moment-là. Le mec était poignant de toute façon, quoi. Malade ou pas, quoi. Il a toujours été poignant, il a toujours été à l'essentiel. Mais c'était là aussi. Ça faisait partie de l'univers, de la tragédie qu'il pouvait chanter de temps en temps. Dans le silence ou dans le bruit. Les gens lui criaient leur admiration, leur amour, et lui leur rendait, et ça fonctionnait comme ça. C'est vraiment des gens qui voulaient le voir, qui le voyaient régulièrement, et il y avait une émotion, il y avait un accueil incroyable, quoi. Ça le reboostait pour les 3 jours suivants, et ça le touchait énormément. À la fin de chaque And just bear with me as I learn another French word. Il y avait une émotion, il y avait un accueil. Accueil. Accueil is welcome. And accueil. And accueil. Accueil incroyable, quoi. And accueil. I'll never remember that. Le reboostait pour les 3 jours suivants, et ça le touchait énormément. À la fin de chaque concert, Bachung reste seul sur scène avec sa guitare pour une dernière chanson d'amour adressée au public. Never reaching the end. Oh. Letters I've written. Très souvent, on restait à côté de la scène, quoi. Et parce qu'il y avait une telle charge d'émotion que c'était impossible de descendre de scène et de se dire ok, on passe à autre chose et on remet ça demain. C'est impossible. Cause I love you. Oh, I love you. Il nous disait je vous aime et puis tout le monde reprenait en chœur. Et on t'aime toi. I love you. C'est triste. Quand je le voyais terminer le morceau et que je le voyais de dos et que je le voyais qui disait au revoir. He really was saying au revoir. Il partait mais il restait, qu'il était encore bien et qu'il restait longtemps, ce qu'il l'avait jamais fait comme ça avant. I think he really is C'est saying toujours dans ces moments-là au où revoir. par contre l'idée de la mort me revenait. Il disait je la reverrai peut-être plus et là il leur disait vraiment au revoir. Ouais. Ouais. Eh oui. Et puis il a tenu des mois et des mois. On a réussi à faire en tout cas une année où sur 60 et des concerts, je crois qu'on en a annulé un seul. Donc pas mal. Ben, je pense que ça l'a maintenu en forme, quoi. S'il n'y avait pas eu cette tournée, peut-être qu'il serait parti plus vite, quoi. Malheureusement. Wow. Et c'est cette incroyable tournée où Bachung aura dû constamment se battre contre la maladie qui lui vaudra ses 3 victoires de la musique en mars 2009. Pour la première fois peut-être de sa vie, Bachung accepte les compliments. Il croit en cette reconnaissance et surtout il comprend enfin que beaucoup de gens l'aiment. Bachung est heureux, alors il peut partir en paix. Le dernier jour.
Après les victoires, il a été hospitalisé 2 jours après. Quelques jours après, il allait mais vraiment beaucoup mieux. Il avait repris 4 kilos. Moi, j'avais vu Chloé la veille qui était extrêmement positive. Bashung se sent mieux et il n'a qu'une envie, reprendre au plus vite le chemin de la scène. Mais cette fois, les médecins sont formels. Il voulait faire les grands Rex, il ne pouvait pas. On a vu qu'il ne pouvait pas. Il voulait le faire, on a dit non, tu ne pourras pas. Là. Et j'ai fait appeler le médecin, le cancérologue. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça lui a fait quelque chose de plus pouvoir monter sur scène. Là, j'ai senti qu'il y avait un découragement quand même là qui commençait. Il y a eu une phrase qui m'a fait comprendre que c'était mal barré. Il m'a dit écoute, j'en peux plus là. Il dit, je sais pas si je vais encore tenir longtemps la route. Et puis au matin du 14 mars 2009, Alain Bashung demande à son épouse de vite le rejoindre à l'hôpital. Il m'a dit, tu viens, je me sens enfermée ici. Je lui ai dit, oui, je sais, j'arrive, tu m'attends. Tu ne bouges pas tant que je ne suis pas là. Il m'a dit, bon d'accord. Et je suis arrivée à l'hôpital et il est mort dans la demi-heure après. Il est parti dans mes bras et voilà, il fallait que ça se passe comme ça, de toute manière. He knew it. He knew it. He wanted to be with his wife for the last time. C'est très triste. 6 jours plus tard, des obsèques sont organisées à Paris, à l'église de Saint-Germain-des-Prés. La messe se tient à huis clos, mais un écran géant retransmet la cérémonie à l'extérieur. On a organisé avec Chloé cet enterrement et tout ça comme un concert parce qu'on ne sait pas faire autre chose. On a voulu faire le dernier grand concert d'Alain Bashung avec beaucoup de joie, on voulait pas pleurer. Tout le monde était là et puis ça faisait du bien de se retrouver tous, une espèce de communion comme ça, pour lui rendre un dernier hommage. Il y avait quand même énormément de monde connu et ces artistes-là n'étaient pas en représentation. Il n'y avait que des gens proches de Bashung qui venaient là parce que c'était Bashung. Il y avait tous les gens qui l'ont côtoyé, de sa femme de ménage en passant par sa belle famille, en passant par ses enfants. C'était super joli de voir les gens aussi massés devant l'église. Il y avait une grande mélancolie, mais il n'y avait pas je pense qu'il n'y avait pas une tristesse pesante. J'ai l'impression qu'on a perdu un mec vraiment important. Il n'y a plus personne dont j'attends le disque avec impatience. Voilà, c'était le dernier mec en France où je me disais, le disque qui va nous sortir, ça va être important. Je pense qu'il va nourrir de nombreux artistes. Je pense que tout comme un Gainsbourg, son œuvre va vivre. C'était un chanteur populaire français qui était là depuis 30 piges, qui avait traversé toutes les époques. Ce qu'il laisse, c'est quand même extrêmement beau et c'était pas ignoré. C'était beau et écouté, accepté, admiré ou chanté par le plus grand nombre quand même. C'est pas rien quoi. C'est aussi ce que nous disait Alain, c'est d'aller dans la musique, d'aller dans ce qu'on aime, d'aller à l'essentiel, d'aller dans le vrai. Et je pense que ce qu'il était sur scène, ça reflétait sa vie dans la vie. 2 jours après, moi je suis retournée au Père Lachaise, c'était inondé de fleurs, les gens mettaient des petits mots, des disques, des paroles de chansons, des choses. Encore maintenant. Et c'est ça, c'est le public d'Alain qui l'a toujours suivi, il le suit jusqu'au bout, puis il est encore présent. Je reçois des lettres de gens qui ne connaissaient pas et qui découvrent un monde entier. Comme ça, c'est bien aussi. Il est mort en étant ce qu'il a toujours rêvé d'être. Ainsi va la vie, elle qui finit toujours par s'en aller. Fin de ce numéro d'Un jour un destin. Un seul merci ce soir à Alain Bashung. Belle soirée à vous et à très bientôt.
Mm-hmm. C'est bon. Very good. Ben, tu sais. Voilà. Si je savais rien de Serge Gainsbourg, je savais rien de Bashung. Tu vois? Et maintenant, je sais les deux. Because of you guys. Now, I don't know how many people are going to say, bien sûr, je connais Bashung. Est-ce que t'es fou? But maybe the younger generation are going to be like, who the hell was that? What kind of music was that? You know how the youngsters are. They're like, what? C'est qui ça? Never heard of him. Never heard of him. Mais je connais Orelsan. Ah. Et Big Flo and Oli. Ah. Mais tu connais Bashung? Qui? I'm just assuming. Maybe. Maybe he was so popular that everybody knows him. You know, like Elvis or Michael Jackson. You know what I mean? Je sais pas. Pour moi, c'est la première fois. And it was an interesting story. Intéressant, cette histoire. Eh ben, I just have to say something. Like, when you quit drinking, nothing said to him. I know it's crazy, right? If you're addicted to smoking and you're addicted to alcohol, do you know how hard it is to stop either one of those? But to be honest, he should have stopped both at the same time. He should have just said, fuck it. You know what? I'm not going to smoke either. He was coughing his brains out, I'm sure. Every single night. It always fascinates me how people can sing and be smokers. That I never understood that. But you know, maybe when he went to rehab, maybe, you know, things would have been different if he said, you know what? I'm going to quit smoking too. Simple. You never know. Anyway, interesting story. Clearly a legend. We will see if you agree. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère les hauts pétons, les fleurs et les bourgeons.